Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition de Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture qui s'est exprimé hier devant les sénateurs dans le cadre de la préparation du projet de loi Agriculture et Alimentation. Ce texte directement issu des États généraux de l'alimentation et qui va arriver en discussion en séance publique le 26 juin prochain. Alors à l'Assemblée nationale, les débats ont été largement monopolisés par la question du glyphosate puisque l'exécutif a refusé d'inscrire dans la loi l'interdiction sous 3 ans de ce pesticide qui est jugé cancérogène probable par l'OMS. Sachez qu'au Sénat, le ministre a également été interrogé sur ce sujet, mais aussi sur son refus de mettre en place un fonds d'indemnisation des victimes de produits phytosanitaires comme le réclame la Chambre haute. Notez également l'importance du titre 1 pour les sénateurs, le titre 1 qui porte lui sur la fixation des prix dans l'agriculture et sur la rémunération plus juste des agriculteurs. En effet, les sénateurs jugent que le gouvernement ne va pas assez loin. Pour eux, la rémunération provient bien de 3 facteurs. La PAC, l'aide de la PAC, les charges et enfin la question du prix. Or, le texte ne s'intéresse qu'à ce 3e facteur. Tout de suite donc, retour à l'audition du ministre de l'Agriculture. Tout d'abord, très heureux de pouvoir avoir ce temps d'échange avec vous toutes et tous cet après-midi avant de nous retrouver à partir du 25 juin dans l'hémicycle du Sénat. Intéressant parce que je crois que nous avons passé 77 heures à l'Assemblée nationale pour traiter ce projet de loi. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale, elle vous passe le relais pour travailler et enrichir un texte clé pour l'agriculture et l'alimentation de notre pays. Le texte qui vous parvient, et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, est plus long que la version initiale du gouvernement parce que des thèmes nouveaux y ont été ajoutés durant la discussion. Pourtant, il présente toujours les mêmes lignes de force qui sont destinées à répondre aux mêmes défis qui sont les nôtres, aux mêmes exigences qui sont les nôtres et qui ont été identifiées pendant les États généraux de l'alimentation. L'urgence, c'est d'abord de restaurer la capacité des agriculteurs à tirer un revenu décent de leur travail. C'est la nécessité également de répondre aux attentes des consommateurs et des citoyens en proposant à tous et à chacun une alimentation saine, sûre et durable. Ce projet de loi, c'est le premier outil de la feuille de route de la politique de l'alimentation que nous avons mis en place le 21 décembre dernier lors de la clôture des États généraux. Mais il n'est pas le seul et il importe de jouer de la complémentarité de l'ensemble des outils pour avancer sur les sujets agricoles et alimentaires. D'abord, les plans de filière qui signent là l'engagement fort des acteurs économiques. Le programme Ambition Bio 2022, avec le renforcement de la stratégie relative au bien-être animal, la feuille de route sur les produits phytopharmaceutiques et une agriculture moins dépendante aux pesticides qui témoignent des dynamiques de transformation qui sont à l'œuvre. Le plan d'action sur la bioéconomie qui ouvre des pistes de diversification, là aussi, des revenus agricoles. Le volet agricole du GPI, le grand plan d'investissement et le travail sur la fiscalité agricole que j'ai engagé avec Bruno Le Maire. Des parlementaires et des représentants des acteurs de l'agriculture marquent ainsi la volonté de l'État d'être présent aux côtés des acteurs pour accompagner les évolutions en cours ou à venir. Cette liste, bien évidemment, elle n'est pas exhaustive, mais il me paraissait important de remettre en perspective le travail que nous conduisons. Nous avons besoin d'un cadre légal qui soit clair, qui soit facilitateur et qui laisse chacun des acteurs exercer à la fois ses compétences, mais aussi pleinement ses responsabilités. Et nous avons besoin aujourd'hui que les acteurs puissent s'approprier pleinement ce cadre et puissent construire quelque part des dynamiques nouvelles
Et pendant ce mois de juin, les interprofessions seront de nouveau reçues dans mon ministère afin de faire le point sur la mise en œuvre des plans de filière, qu'il s'agisse du travail sur les indicateurs ou de l'affinement, de la concrétisation des engagements sociétaux que les filières dans leur ensemble ont pris dans un dialogue particulier et singulier avec la société civile. En abordant la discussion de ce projet de loi, nous devons d'abord, et vous le partagerez avec moi, penser aux agriculteurs et à tous nos concitoyens, comme nous l'avons fait pendant les États généraux de l'alimentation. Pensons d'abord aux agriculteurs. À travers ce projet de loi, je veux défendre une agriculture compétitive, une agriculture innovante, une agriculture durable, riche de sa diversité et de ses modèles agricoles. Et vous le savez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici dans cette enceinte, il ne s'agit pas d'opposer ces modèles, mais au contraire, que ces modèles soient complémentaires des uns des autres et créent des ressources suffisantes pour développer d'une part nos économies locales, pour ensuite gagner sur les marchés nationaux et gagner sur les marchés internationaux. C'est parce que nous voulons une agriculture prospère, compétitive et durable que notre projet vise à soutenir les agriculteurs afin qu'ils puissent tout simplement vivre de leur travail. Nous pensons aussi à nos concitoyens, qui sont tous sensibles au moins à une des facettes du chantier sociétal des États généraux de l'alimentation. Attentifs à ce que mangent leurs enfants et eux-mêmes, à la maison comme à l'extérieur. Préoccupés aussi de l'alimentation des personnes les moins favorisées, comme en témoigne la générosité de leurs dons aux différentes associations caritatives que nous avons tous sur nos territoires. Soucieux du bien-être animal et concernés et vigilants sur les enjeux environnementaux. Le projet de loi qui arrive en discussion devant vous ne consiste donc pas en de simples ajustements techniques, mais il appelle à un changement de paradigme, et c'est, vous le savez, attendu à la fois par le monde agricole, mais aussi par l'ensemble des consommateurs. Et par ce texte, moi je veux pouvoir redonner du pouvoir aux producteurs dans la chaîne de valeur, parce que nous partageons tous le même constat. La situation n'a que trop duré. Les agriculteurs subissent de plein fouet une guerre des prix et ne dégagent pas ou ne dégagent plus les marges de manœuvre qui sont indispensables tant à la rémunération de leur travail ou de leur capital qu'à la montée en gamme des productions agroalimentaires. Cette guerre des prix, elle se nourrit du déséquilibre de l'offre et de la demande, de l'absence d'organisation de production, de la concentration toujours plus forte du secteur de la distribution, et elle se nourrit aussi parfois de la défiance des consommateurs et des injonctions contradictoires qu'ils envoient aussi aux producteurs. Et je ne crois pas que l'on puisse avoir des productions toujours plus saines, plus élaborées, plus durables, en ayant toujours des prix les plus bas et des promotions toujours plus attrayantes. En 2000 et 2016, le prix du lait payé aux producteurs est passé de 30 à 32 centimes par litre, soit 2 centimes de plus par litre en 16 ans. Pas 2 centimes par an, mais bien 2 centimes par litre de lait en 16 ans, alors que l'inflation durant la même période a été de plus de 27% et que l'accroissement du PIB a été de 45%. Ce qui vaut pour le lait vaut aussi pour de nombreuses autres productions agricoles. La viande bovine, le porc, la volaille et les productions végétales. C'est un sujet auquel il nous faut apporter des réponses, qui est celui de la relance de la création de valeur pour lutter contre des prix anormalement bas. Donc ma priorité, ici à travers ce texte, c'est redonner aux agriculteurs le juste prix de leur production et la visibilité indispensable à tout entrepreneur pour penser le temps long et ainsi produire une alimentation de qualité dans le respect des règles sociales, environnementales et sanitaires renforcées. Nous devons renforcer les organisations de producteurs pour permettre aux agriculteurs de peser collectivement en leur permettant ensemble de définir le prix de vente de leurs produits. Sachez que plus de la moitié des éleveurs livrant à une entreprise privée n'adhèrent pas à une organisation de producteurs ou à une coopérative laitière. C'est vrai aussi pour le secteur de la viande, des fruits et légumes, qui comptent chacun plus de 250 OP parmi les 600 qui sont recensés aujourd'hui en France. Que dit aujourd'hui le projet de loi? 2 titres principaux, un consacré à une dominante économique et le deuxième sur une dominante sociétale. Le premier titre, c'est une palette de dispositifs pour redonner sa place à tous les maillons de la chaîne. Les maillons
de la chaîne agricole et alimentaire, la construction du prix à partir de l'amont, la clause de renégociation, la lutte contre les prix abusivement bas, les contrôles et les sanctions, le rôle accru de la médiation, le renforcement des interprofessions, le travail sur le statut et le rôle de la coopération agricole, l'encadrement des promotions, le seuil de revente à perte fixé à 10%, nous pourrons y revenir. C'est un édifice qui est cohérent avec un ensemble de mesures qui repositionnent chacun des acteurs sur ses compétences. Si chacun prend ses responsabilités, et c'est ce que nous souhaitons, responsabiliser les acteurs, cette loi sera efficace et opérationnelle. Et elle ne laissera place à aucune interprétation en ce qui concerne la répartition de la valeur créée. Moi, je suis convaincu, et je pense que vous l'êtes aussi, que le premier des défis qui attend nos modèles agricoles, c'est de recréer des marges financières pour offrir à la fois de la visibilité, pour investir et transformer durablement nos modèles. Et donc, les titres suivants du projet de loi sont, à mes yeux, aussi importants que le premier, parce qu'ils viennent soutenir la première jambe du texte, à savoir la finalité de la production agricole, qui est une alimentation sûre, saine et durable. Bien plus qu'un besoin élémentaire, et les États généraux l'avaient d'ailleurs souligné, nos concitoyens accordent un sens plus profond et une attention renforcée, presque politique au sens noble du terme. Comment notre alimentation contribue-t-elle à nous maintenir en bonne santé? Comment notre alimentation contribue-t-elle à la protection de notre environnement? Et donc, le projet de loi traduit la volonté du gouvernement, ici, de porter une politique alimentaire qui favorise les choix, qui préserve le capital santé de chacun et le capital environnemental de tous. Et en matière de commercialisation de produits phytopharmaceutiques, nous proposons effectivement d'interdire les rabais, ristournes et remises lors de la vente de ces produits. Nous proposons également de séparer les activités de vente et de conseil, mais de sécuriser également le dispositif des CEPP par voie d'ordonnance. Pourquoi? Pour contribuer à réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il y a aussi la question de la sécurité sanitaire, où nous renforçons les pouvoirs d'enquête et de contrôle des agents chargés de la protection de la santé et de la protection animale, pour accroître l'efficience des contrôles de l'État. Dans le domaine du bien-être animal, le projet initial du gouvernement proposait déjà d'étendre le délit de maltraitance animale, ainsi que le doublement des peines en cas de délit constaté lors de contrôles officiels. Nous proposions aussi de donner la possibilité aux associations de protection des animaux de se porter partie civile en cas d'infraction constatée par un contrôle officiel. Ces dispositions, elles ont été complétées par d'autres articles adoptés à l'Assemblée nationale. Ces ajouts vont dans le bon sens pour mieux assurer le bien-être animal. C'est un sujet auquel le gouvernement est particulièrement attentif. Le gouvernement veut faire aussi de la politique de l'alimentation un moteur de réduction des inégalités sociales. Et pour tenter de réduire ces inégalités sociales, il vous est proposé de faire de la restauration collective un levier d'amélioration de l'alimentation pour tous et dès le plus jeune âge. La restauration collective, vous le savez, c'est 7,3 milliards de repas hors foyer par an, et le projet de loi propose que la restauration collective publique s'approvisionne avec au moins 50% de produits issus de l'agriculture biologique ou locaux ou sous signe de qualité à compter du 1er janvier 2022. Enfin, nous proposons de lutter contre la précarité alimentaire et de limiter les conséquences environnementales du gaspillage. Les articles 12 et 15 ont pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire dans la restauration collective, avec la mise en place d'un diagnostic obligatoire et d'étendre à la restauration collective et à l'industrie agroalimentaire le don alimentaire. Voilà dépeint rapidement le panorama global du texte qui vous sera soumis. Je serai bien évidemment totalement à l'écoute des propositions que vous voudrez bien formuler pour améliorer et enrichir le projet. Nous devons nous inscrire collectivement et résolument dans une trajectoire qui respectera tant les hommes, du producteur au consommateur, que l'environnement dans lequel ils évoluent. Nous devons construire une trajectoire pour tirer notre agriculture vers le haut par l'innovation, par l'investissement, par la montée en gamme, par la confiance. C'est ainsi que nous lui donnerons toutes les chances de résister aux défis de la mondialisation, et vous savez que ces défis sont lourds et importants. Et avec le président de la République et le Premier ministre, nous voulons refonder
quelque part le pacte social entre les agriculteurs et la société pour leur redonner à la fois la fierté de leur travail et redonner aussi à la France la fierté de son agriculture. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le ministre, de ces propos liminaires. Je vais donc passer la parole maintenant au rapporteur, en commençant par celui qui rapporte le titre 1, c'est-à-dire Michel Raison, puis ensuite Anne-Catherine Loisier. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Je vais essayer d'être le moins long possible. On aura le temps de dire beaucoup de choses en séance. Et je souhaiterais aussi que mes collègues puissent avoir le temps de poser le maximum de questions. Nous, on a déjà auditionné depuis des jours, et ils sont certainement avides de réponses et de pouvoir poser leurs propres questions. Ce serait anormal que je déborde sur leurs propres sujets. Les États généraux de l'alimentation, c'est pas si mal que ça permet de faire foisonner un certain nombre de choses, de faire vivre les cerveaux et de faire sortir un certain nombre d'idées. C'est suivi des États généraux de l'alimentation un discours important du président de la République, auquel je pourrais presque adhérer si on n'en était pas en train d'étudier ce texte. Donc je vais faire quelques rappels. Et j'aurais un conseil à lui donner, même s'il n'en a certainement pas besoin, mais ça ne mange pas de pain quand même, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas faire trop rêver inutilement et mensongèrement les gens, en particulier les paysans. Parce que vous avez parlé d'un pacte social et de la fierté des paysans, mais ils ne sont pas idiots non plus, les paysans. D'abord, l'ensemble des Français sont pratiquement issus du monde paysan. Et si on va rechercher un peu plus loin, il doit bien y avoir un arrière-grand-père du président Macron qui a été paysan. Et ils ont aussi beaucoup de bon sens. Donc, ils ne se laisseront pas avoir par quelques discours et par quelques mots, mais simplement, ils regarderont si ce texte peut, dans un premier temps, après ils verront les conséquences, peut leur apporter quelque chose. Donc, on en vient au texte. Je vous ai dit que je serais bref. Je dirai quand même 2 mots, mais dans ma conclusion, sur le titre 2, en revenant sur le pacte social et la fierté des paysans. Sur la grosse avancée, il y a 2 avancées, comme ce que vous présentez comme étant des avancées. Premièrement, sur la relation contractuelle entre l'agriculteur et son premier acheteur. J'insiste bien là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de confusion à l'Assemblée nationale sur la relation agriculteur, premier acheteur et distributeur. L'agriculteur, à part les fruits et légumes et quelques petits produits spécifiques, ont rarement des relations directes avec le distributeur. Donc ce que vous mettez dans le texte, en gros, ça existait déjà, vous le mettez dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il avait été prévu dans la LMA et ça a été amélioré dans la loi Sapin 2, parce que c'est forcé, la contractualisation a été créée dans la LMA, elle a besoin de vivre et d'être améliorée. Donc c'est quoi? Un contrat qui doit définir une quantité de produits et qui doit définir sur combien de temps, une perspective sur les quantités et des indicateurs. Donc il y avait déjà des indicateurs. Première modification, c'est ce qu'on appelle quelque chose de révolutionnaire, c'est l'inversion du contrat. C'est plus l'acheteur qui présente le contrat, qui propose le contrat, mais c'est l'agriculteur, par le biais de ses organisations de producteurs, qui propose le contrat. C'est bien, mais il y aura toujours négociation. Et même si on y ajoute ce fameux indicateur, et on va y revenir, ce fameux indicateur de prix de revient, c'est un indicateur de prix de revient. Et ce n'est pas le reproche que je vous fais. On ne peut pas faire un contrat avec un prix fixe où on va dire, de toute façon, quel que soit le marché, le lait, il sera à temps. Non, ce n'est pas possible. Donc, vous n'avez pas de baguette magique non plus, mais il faut surtout, je ne vous reproche pas de ne pas avoir de baguette magique. Ce que je reproche, c'est de faire croire qu'il y en a une. Et ce texte essaie de faire croire au peuple, aux agriculteurs, il n'y arrivera pas, qu'il y a une baguette magique pour qu'enfin l'agriculteur puisse avoir le prix réel de ses produits. Et je dégage bien la notion de prix du produit de revenu agricole. Parce que ça, c'est une deuxième notion
qu'il ne faut pas mélanger parce que le prix du produit est une composante du revenu agricole. Mais dans le revenu agricole, il y a le prix du produit, il y a les primes PAC, d'autres subventions possibles, françaises aussi, il y a les charges, et il y a comment l'agriculteur jongle avec tout ça. Et tout ça, ce n'est pas traité. Donc, il ne faut pas qu'on parle de revenu agricole. On est bien sur un texte très restrictif qui parle uniquement de la relation contractuelle entre l'agriculteur et l'acheteur. Donc, vous nous direz quelques mots tout à l'heure sur ces fameux indicateurs, comment on va réussir à faire un indicateur national, apparemment. Par exemple, si je prends l'exemple, on prend beaucoup l'exemple du lait, parce que les contrats, ils avaient surtout été faits après la suppression des quotas laitiers, parce qu'il y avait une crainte sur la façon dont on pouvait assurer, parce que c'est ramassé tous les jours, la façon dont on pouvait assurer le ramassage du lait, mais il est fait il est obligatoire aussi pour les fruits et légumes, un certain nombre d'autres produits. Donc, comment ce nouvel indicateur va pouvoir être constitué, comment il va pouvoir être utile, sachant que je fais une petite réserve, pas interdit que je fasse des amendements là-dessus d'ailleurs, petite réserve sur le fait qu'on puisse livrer à son acheteur son prix de revient. C'est dangereux pour ceux qui ont déjà fait du commerce. Parce que lorsque le cours va être très bas, ça peut éventuellement être utile. Mais le jour où le cours va être haut, le jour où le cours du lait va être... Et en ce moment, vous avez de la chance, le cours du lait est plutôt haut, et on a plutôt une vision assez positive sur l'année suivante. Après, je ne sais pas ce qui se passera en 2020. C'est l'année, si on se rapproche des élections, après, le cours peut baisser. Mais, je ne vous le souhaite pas. Mais par contre, ce fameux prix de revient, l'acheteur, lui, il a un acheteur final encore en aval, et lui, il va le regarder, ce prix de revient. Et lorsque on va noter, mettons, je prends toujours l'exemple du lait, que le prix de revient est à 350, je dis une bêtise, je ne sais pas combien il est, moi, 350 € de la tonne, et que le cours est bon, et que le transformateur est capable de payer 400 € de la tonne. Le monsieur Leclerc, au beau pour ne pas le citer, parce que c'est quand même souvent lui qui est un peu l'initiateur d'un certain nombre de dégâts, lui, il va dire, mais vous êtes fous, vous n'allez pas me vendre le fromage à ce prix-là, puisque de toute façon, le paysan, il a assez de 350 €. Donc c'est un des dangers, je vous signale. Parce que ça peut jouer éventuellement que dans un sens. Deuxième question, liée aux pratiques restrictives de concurrence, je vais aller très vite, ça c'est la partie relation fournisseur-distributeur. Pour moi, ce qui est apporté dans le texte est positif. Tout le monde ne le comprend pas forcément de la même façon. On a eu des discussions entre nous là-dessus. Il y a le seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions. On ne peut pas être contre, à mon avis, la remontée d'un seuil de revente à perte sans laisser rêver les gens non plus. Parce que je rappelle que la vente à perte, c'est-à-dire la vente à prix coûtant d'un produit, elle se fait ponctuellement par moment sur certains produits, mais pas sur tous les produits. Un distributeur, il ne peut pas vendre à prix coûtant en permanence parce qu'en gros, il a 30% de charges. Donc, en moyenne, ces charges, il les couvre. Autrement, il aurait déjà déposé le bilan, ce qu'on ne souhaite évidemment pas. Sur l'encadrement des promotions, on y reviendra dans le détail, mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais intervenir, c'est simplement vous demander pourquoi. Et je ne suis pas... C'est l'habitude dans les parlements d'être contre systématiquement les ordonnances. Par exemple, sur la loi travail, on pouvait considérer qu'une ordonnance c'était utile parce qu'il fallait aller vite pour qu'il n'y ait pas trop de discussions inutiles et que ça passe. Mais alors là, on a carrément un texte qui est quasiment rédigé. Donc, expliquez-moi pourquoi vous souhaitez le passer en ordonnance. En plus, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Pourquoi en ordonnance? Donc, j'attends vos explications sur ce sujet. Sur l'encadrement des promotions, c'est un peu plus complexe. Expliquez-nous comment vous imaginez l'encadrement des promotions. Est-ce que ce sera uniforme pour l'ensemble des denrées alimentaires ou en fonction de leur nature? Je prends un exemple pour être un peu plus clair. Un fournisseur, un gros fournisseur qui a toute une panoplie de produits, si on prend la partie chiffre d'affaires, c'est la chiffre d'affaires moyenne ou produit par produit. Parce qu'on peut imaginer qu'on encadre les promotions que sur le camembert et pas sur le lait en brique. Donc vous nous donnerez quelques explications sur ce sujet. Dernier sujet, puisque j'avais promis d'être bref, je serai beaucoup plus long en séance, sur les pratiques
Ça m'arrive d'être bref, mais c'est quand même... Non, mais c'est quand même un sujet. Quand même un sujet. On n'est pas sur n'importe quoi. Et donc, c'est sûr, mais j'en ai déjà parlé avec vous, je sais que vous vous en occupez, y compris avec des collègues députés, mais c'est un sujet extrêmement important sur la délocalisation des négociations avec les fournisseurs. On ne peut pas laisser ça en l'état, on ne peut pas laisser se développer cette escroquerie, y compris pour la nation française, mais encore plus pour ceux qui travaillent avec ces fameux distributeurs. Et avant de laisser la parole à mes collègues, vous avez parlé de pacte social et de fierté. Je voudrais réaffirmer une chose ici, très forte, c'est que si vous observez l'évolution de l'agriculture et l'observation de ce que les consommateurs ont consommé depuis l'après-guerre, prenons depuis l'après-guerre, ça ne s'observe pas sur 3 ans, tout ça. Quels ont été les résultats? Les résultats, c'est que la population arrive à se nourrir pour pas très cher, avec des produits de plus en plus de qualité. On parle d'aliments... Vous savez, rien que le titre, pour une alimentation saine, ça voudrait dire qu'elle n'est pas saine aujourd'hui. Donc quand vous parlez de pacte social et de fierté des paysans, eux, ça les chagrine, ça, qu'on puisse dire qu'ils auraient fait des... Alors, on peut toujours trouver, ça ou là, quelques problèmes, comme dans tous les métiers. Mais je peux vous assurer que depuis l'après-guerre, les paysans ont monté en gamme en permanence, sans forcément en avoir les dividendes, mais leurs produits, tant sur le plan sanitaire que qualitatif, que même gustatif. Il y a eu des erreurs de commises dans certaines variétés, dans les fruits et légumes. Et petit à petit, tout ça s'est amélioré. Énormément de maladies ont été éradiquées. Mais les Français ne se rappellent plus de tout ça, ils s'en foutent. Il n'y a plus de brucellose, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fièvre aviculaire, il n'y a plus de tuberculose, ou très peu, et là, s'il y en a encore un peu, le ténia, enfin, je pourrais vous en citer énormément, l'ergot du blé, la fusariose, toutes ces maladies-là, et on est en train de leur dire qu'ils n'ont pas bien travaillé, qu'ils n'ont pas fait de la nourriture saine et qu'ils n'ont pas été très bons, que donc, on va passer de l'ancien monde au nouveau monde et qu'ils vont maintenant faire, enfin, de l'alimentation saine pour les consommateurs. Et j'ajoute, j'ai fini, Madame la Présidente, que si la durée de vie a autant augmenté, la moyenne de durée de vie, c'est analysé par des scientifiques objectifs, parce qu'on va essayer ici de ne pas travailler avec des slogans, parce que vous en avez souffert aussi, je sais que vous n'en êtes pas la cause, Monsieur le Ministre, mais faire des lois basées sur des slogans d'associations parfois voisines de sectes, c'est quand même un peu gênant. Et je peux vous dire que si les analyses ont été faites sur la montée de la durée de vie, certes, il y a eu d'autres progrès d'hygiène, de médecine, mais c'est avant tout la qualité de l'alimentation et l'assurance de pouvoir se nourrir correctement à des prix très bas qui ont fait que la durée de vie en est là aujourd'hui. Voilà ce que je souhaitais dire en introduction, Monsieur le Ministre. Merci. Merci, on aura noté que c'était une introduction. Merci beaucoup, Michel. Donc la parole est à Anne-Catherine Loisier et ensuite à Pierre Médevielle. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Donc nous sommes complémentaires et je tenais aussi à ce que mon collègue puisse dire tout ce qui lui tient sur le cœur. Donc moi, en plus c'est un bon complément, rapporteur homme-femme, vous allez voir, je vais faire synthétique. Donc vous l'avez dit Monsieur le Ministre, ce titre 2, il a vocation à servir le titre 1er, c'est-à-dire le juste au revenu des agriculteurs, en même temps que cette ambition d'une alimentation que le consommateur et qu'une alimentation donc sûre, saine et durable. Alors, moi, je vais articuler mes deux questions un peu synthétiques autour de ces deux objets de la loi qui me semblent importants, parce qu'il ne faudrait pas finalement que ce titre 2 vienne défaire ce que le titre 1 aurait pu réussir à apporter dans le sens donc de l'amélioration du revenu des agriculteurs. Donc, pour très clairement, sur les articles 14 qui préconisent donc interdiction, rabais, ristourne, remise, et sur l'article 15 de la séparation conseil et vente. Comment être sûr, Monsieur le Ministre, que cela ne se traduira pas par une charge supplémentaire pour les agriculteurs et qui serait donc contraire à l'objectif de votre loi? L'articulation avec le dispositif des certificats d'économie de produits pharmaceutiques, donc les CEPP,
peut également poser problème puisque ces acteurs pourraient, après la séparation, avoir du mal à remplir leurs obligations. Donc, quelles mesures vous envisagez dans les ordonnances qui sont prévues pour pallier ces difficultés? Et puis, la deuxième question concerne l'approvisionnement de la restauration collective. Bien sûr, nous partageons avec vous l'ambition d'améliorer la qualité des repas servis dans la restauration collective et de promouvoir en particulier ces produits locaux auxquels nous tenons tous dans cet approvisionnement, même si nous le savons, la commande publique va nous obliger à être assez créatifs en la matière. Toutefois, pour atteindre ces objectifs ambitieux qui sont prévus par le texte, il sera à notre sens impératif d'accompagner les acheteurs publics et surtout d'aider à la structuration de la filière. Nous en avons parlé ce matin, pour que ça ne se traduise pas notamment par une explosion des importations s'agissant des produits bio. Donc ma question sera simple, quels outils concrets comptez-vous mettre en œuvre pour structurer l'offre nationale et permettre donc à nos produits locaux et nationaux d'alimenter cette restauration collective et au niveau de la gamme et de la qualité qui est attendue? Et vous le savez, donc je suis particulièrement convaincue que les plans alimentaires territoriaux sont de véritables outils qu'il va nous falloir renforcer, mais nous le savons, ces projets ne décolleront que s'ils sont également accompagnés financièrement. Voilà, merci. Beaucoup Anne-Catherine. Je vais passer la parole au dernier rapporteur, Pierre-Maë Devielle. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je partage bien entendu les mêmes inquiétudes que mes deux collègues rapporteurs par rapport à la situation de notre agriculture qui perd des places sur le podium européen. Bon, les agriculteurs sont habitués depuis longtemps au régime de la douche froide. Je pense que globalement ce texte va dans le bon sens. Mais si on ne veut pas qu'il reste un recueil de vœux pieux, je crois qu'il faudra l'accompagner aussi de mesures fortes avec un engagement de l'État, un engagement des collectivités, parce que certaines mesures vont nécessiter, je crois, un accompagnement fort. J'irai directement vers les interrogations qu'on a pu avoir lors des auditions, notamment sur l'article 11. L'article 11 qui est ambitieux, 50% de produits qualité avec 20% issus du bio. Ça paraît difficilement réalisable, mais ça va dans le bon sens. Donc je crois qu'il faut tenir le cap, même si on n'est pas sûr d'y arriver. Ça permettra d'accompagner la transition de certains agriculteurs vers le bio, d'augmenter la SAU. Si on arrive à 15%, ça sera très bien. Ça va dans le bon sens. Donc je crois que nous soutiendrons cet article, même si on souhaite qu'il soit accompagné là aussi de mesures fortes d'engagement financier. Car on a beau le tourner dans tous les sens, il y aura un surcoût pour les gestionnaires de restaurants. En moyenne, un produit végétal bio, c'est 25% de plus. Un produit carné, on arrive à 50%. On peut tabler sur une augmentation de 30% au niveau des appros, même si avec le gaspillage, on arrive à corriger un petit peu ces effets. Un autre point donc, qui nous a un petit peu heurté, c'est que vous avez, je pense, l'intention de créer dès cet été une nouvelle structure, le Conseil national de la restauration collective. Or, le projet de loi est silencieux sur ce point important. On le déplore un petit peu. Pouvez-vous nous indiquer tout d'abord pourquoi il ne figure pas dans le texte qui aurait permis à la représentation nationale d'en débattre? Qu'en sera-t-il de cette nouvelle structure? A-t-elle vocation à remplacer le Conseil national de l'alimentation? Quelle en sera la composition? Les élus locaux et les associations iront-elles leur place? Voilà, c'est notre question. Sur les phytosanitaires, l'objectif de diminution, je crois, marche bien. On arrive, on fait des progrès. On ne parle que du négatif, mais on ne voit pas le positif qui est fait, avec des pistes intéressantes, sur certains épandeurs intelligents équipés de micro-caméras, de meilleurs conseils, le guide de pratique, des bons usages. Je crois qu'on va dans le bon sens. Attention toutefois dans l'euphorie à ne pas vouloir arriver à un zéro phyto, comme on a fait au niveau des communes. Entre les communes et l'agriculture intensive, il y a, je crois, une grande différence. Et il est nécessaire, et nous en parlions avec l'ANSES hier, de quand même garder une pharmacopée suffisante. Il y aura toujours des maladies fongiques, des maladies bactériennes, des insectes. Ne nous démunissons pas trop et gardons quand même quelques armes qui sont indispensables. Au niveau de l'article 15, de la moralisation un petit peu des pratiques commerciales, là je vous avoue que j'ai du mal à comprendre un petit peu. Le système, comme Michel Raison, le système des ordonnances pour séparer les activités de vente et de conseil,
c'est très bien, encadrer les remises ou les supprimer, les ristournes, les rabais. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que ça retombera toujours sur la tête des mêmes, c'est-à-dire des agriculteurs, qui n'auront plus de remises puisqu'elle leur était quand même répercutée. Donc un surcoût pour les agriculteurs et double peine, puisque qui va exercer ces activités de conseil? Apparemment, ce que nous disait le directeur général de l'alimentation, c'est les agriculteurs qui devront financer pour à peu près 400 millions. Ces conseils, on ne sait pas qui ils seront, quelle formation ils auront. Problème, ils ne disposent pas, comme en médecine humaine, d'une structure comme la Haute Autorité de Santé où ils peuvent puiser des informations, des monographies. Donc ils devront aller peut-être chercher au niveau des laboratoires les informations sur les produits, ou mettons le curseur entre information et publicité. Ça me paraît quand même assez flou et dangereux pour nos agriculteurs. Donc on aimerait avoir quand même pas mal de précisions sur ce système et on ne voit pas très bien comment on pourrait le mettre en place. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup aux trois rapporteurs. Je vais passer la parole maintenant à l'ensemble des collègues qui ont demandé la parole. Vous êtes fort nombreux, donc je vais réappliquer la règle de la Commission des affaires économiques, c'est-à-dire 2 minutes maximum par interlocuteur. Donc la parole... Ah oui, Nicole. La parole, c'est toi qui commence. La parole est donc à Nicole Bonnefoy pour 2 minutes et ensuite à Cécile Cukierman. Alors, je vais essayer 2 minutes. Bonjour, Monsieur le Ministre. Ça s'arrête après. Merci. En 2012, une mission d'information sénatoriale, après un travail très important, dont Sophie Primas était la présidente et moi la rapporteure, nous faisions un constat important qui était une urgence sanitaire concernant les phytosanitaires, considérant que les risques étaient sous-évalués. Ce constat a été largement confirmé par l'INSERM, voire amplifié en 2013, puis par l'ANSES en 2016 et plus récemment par l'IGAS en janvier dernier, 3 corps d'inspection d'État dont le vôtre, Monsieur le Ministre, qui affirment que le degré de certitude d'ores et déjà acquis sur les effets des produits phytopharmaceutiques commande de prendre des mesures fortes et rapides, sauf à engager la responsabilité des pouvoirs publics. C'est dans ce sens qu'au Sénat, sur l'initiative parlementaire, nous avons examiné une proposition de loi visant à créer un fonds d'indemnisation pour les victimes des produits phytosanitaires, qui a été voté ici au Sénat le 1er février, qui facilite le parcours de reconnaissance des malades, qui est aujourd'hui un parcours du combattant, qui permet la réparation intégrale, réparation qui, si elle a lieu aujourd'hui, n'est que forfaitaire, et qui responsabilise les firmes sur cette situation, puisqu'elles y participent financièrement. Ce fonds d'indemnisation, malheureusement, voulant se traduire par voie d'amendement dans la loi agricole à l'Assemblée nationale, a subi un sort moins glorieux qu'ici au Sénat. Donc je me fais ici le relais des malades, des associations de personnes malades, comme phytovictimes, qui se battent au quotidien et qui en viennent à se demander si la santé des animaux n'est pas mieux considérée que celle des agriculteurs. Donc moi, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Est-ce que vous serez plus ouvert dans les jours à venir ici en discussion au Sénat, que vous l'avez été à l'Assemblée nationale, ou est-ce que vous allez continuer à vous retrancher sur le fait qu'il est urgent d'attendre parce qu'il faut encore des études et des études, alors qu'il y en a pléthore, ou que, comme vous avez pu le dire à l'Assemblée, ça m'avait choqué, l'inversion de la charge de la preuve vous pose problème, à savoir, si j'ai bien compris, que les firmes aient à prouver qu'elles n'y sont pour rien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la preuve qui est difficile à faire pour le malade, que ce soit par exemple Paul François qui se bat seul depuis 10 ans, alors qu'il a été empoisonné de façon aiguë avec le lasso, aujourd'hui interdit, à faire reconnaître le préjudice qu'il a subi, ou ceux pour qui la présomption de causalité est forte et qui n'arrivent pas à obtenir la composition intégrale du produit parce qu'on leur oppose le secret industriel. Le fonds d'indemnisation est là pour régler ces problèmes. J'espère que vous serez plus ouverte. Merci Nicole. La parole est à Cécile Cukierman et ensuite à Patricia Morel-Richaud. Tir groupé des femmes, pour commencer. Merci. Allons-y. Madame la Présidente, je crois que Monsieur le Ministre, vous avez conclu vos propos en parlant de vouloir un nouveau pacte social et de confiance. Nous aurons bien évidemment le débat en séance, mais en l'état, le texte tel qu'il nous était proposé et tel qu'il sort de l'Assemblée nationale est en tout cas très en retrait des attentes de l'ensemble d'ailleurs du monde agricole dans sa diversité, et j'ai envie de dire même en retrait par rapport aux annonces et aux espoirs peut-être qui ont été suscités par les discours du président de la République à Rungis après les États généraux.
Sur la problématique des indicateurs, au vu des premières interventions, nous aurons le débat là aussi en séance. Moi, je crois que la question n'est pas de dire qu'il y aurait une baguette magique. Il y a par contre dans notre pays une puissance publique qui doit assurer, qui doit être le garant de cette contractualisation, parce que même s'il y a une volonté d'inverser un petit peu la tendance, les rapports de force et parfois les rapports déguisés dans cette contractualisation risquent de perdurer. Et je regrette en tout cas que les pouvoirs publics ne soient pas suffisamment présents sur cette question des indicateurs et en tout cas de la garantie du respect des indicateurs. Un dernier mot sur la problématique foncière qui est absente de ce texte et qui est pourtant un enjeu important à l'installation, qui est un enjeu notamment sur, y compris parfois, l'endettement de nombreux jeunes agriculteurs. Et je crois que sur toute la deuxième partie du texte, un certain nombre aujourd'hui de pratiques agricoles et plus largement d'une problématique du monde agricole est aussi lié bien évidemment à la problématique du prix, à la problématique de l'endettement qui pousse un certain nombre de nos agriculteurs dans des pratiques parfois un peu intensives, peu respectueuses, et j'en termine, de l'environnement. Et donc on peut regretter que cette problématique ne soit pas du tout traitée dans le texte. Merci beaucoup Cécile. La parole est donc à Patricia Morhet-Richaud, ensuite Nadia Sollogoub. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, donc au risque d'être redondante, je voudrais néanmoins vous interroger sur certains points. Si certaines mesures véhiculées par le projet de loi sont porteuses d'espoir, nos agriculteurs attendent une vraie politique agricole pragmatique et qui correspond à leurs besoins, qui ne se limite pas seulement aux relations commerciales. Nos agricultrices et nos agriculteurs souffrent, vous le savez. Ils attendent des propositions concrètes en faveur de la compétitivité, de la simplification administrative, du coût du travail, de la revalorisation de leur retraite ou encore du soutien à l'exportation et de la protection des terres agricoles. Donc j'aurai 3 questions. La première, croyez-vous sincèrement que ce texte soit une véritable réponse, une solution pour ce secteur économique qui est en souffrance ? La deuxième, c'est relatif aux produits phytosanitaires. Quelle alternative au glyphosate ? Une des pistes avancées, c'est la mécanisation. Or, vous le savez, Monsieur le Ministre, cette pratique entraînera un surcoût de production. Comment, dans ce cas, l'agriculture française pourra-t-elle être compétitive ? Où en est la recherche à ce sujet ? Troisième point, alors que le pastoralisme est synonyme d'élevage extensif, le plan national d'action 2018-2023 sur le loup et les activités d'élevage prévoit des mesures de protection des troupeaux de plus en plus restrictives. Dans ce contexte, pensez-vous que ce mode d'élevage est encore de l'avenir en France et notamment dans les Alpes du Sud ? Je vous remercie. Merci beaucoup Patricia. La parole est donc à Nadia Sollogoub et ensuite à Jean-Marie Jensen, premier homme. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je souhaitais vous poser une question, Monsieur le Ministre, pour savoir quelle est la place qui serait donnée dans ces textes aux acteurs de la prévention dans le milieu agricole, parce qu'on sait que si maintenant nous avons des filières d'excellence dans notre agriculture, c'est parce qu'au cours des temps et des années, il y a des acteurs qui ont travaillé à la prévention, en particulier des épizooties et des éventuelles épidémies. Alors c'est une question que vous connaissez bien, elle concerne les vétérinaires. Alors c'est une maison où nous respectons beaucoup les vétérinaires, mais dans le milieu agricole, certainement, ils sont respectés également et ce sont des acteurs très importants de nos territoires, en particulier ruraux. J'attire votre attention une fois de plus sur la situation des vétérinaires sanitaires. Vous savez qu'au cours des années 1955-1990 environ, le cheptel français était menacé par des épidémies. Et c'est parce que l'État s'est appuyé sur les vétérinaires, leur a confié des missions de vétérinaires sanitaires, de vaccination de masse, de prophylaxie, que nous avons maintenant un cheptel qui a pu être protégé et qui est maintenant très important pour nous. Or, vous le savez, l'État a oublié par rapport à ses missions de cotiser pour la retraite des vétos. L'erreur a été reconnue tardivement, l'État a été condamné à réparer cette erreur. Environ 1000 vétérinaires ont été réparés. Il se trouve que pour les 600 derniers, des amendements seront déposés
déposés dans ce sens, on leur oppose une clause de prescription et qui nous semble particulièrement injuste. Et je voulais simplement attirer votre attention sur le fait, Monsieur le Ministre, que les vétos, nous les connaissons. En milieu rural, ils sont soit au cul des vaches, pardonnez-moi de parler aussi crûment, soit sur les routes, soit en train d'accomplir des missions concrètes. Ce ne sont pas des professions qui sont habituées à remplir des dossiers de demande d'indemnisation. Et nous demanderons à travers des amendements réparation pour cette situation. Et je suis certaine que vous aurez à cœur d'étudier avec bienveillance cette situation. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. La parole est à Jean-Marie Jensen, ensuite Henri Cabanel. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, donc suite à l'obligation pour les restaurateurs de proposer des doggy bags à leurs clients qui en font la demande à l'horizon du 1er juillet 2021. Donc je ne peux que féliciter la proposition du gouvernement de réduire le gaspillage alimentaire, un véritable enjeu de société. Toutefois, permettez-moi de m'interroger sur cette mesure. Nous ne pouvons ignorer les contraintes et les coûts supplémentaires que cette mesure engendre pour les restaurateurs. À cela s'ajoute l'impact économique que représentent les doggy bags, nouvelle source de déchets. Enfin et surtout, je m'inquiète sur la surabondance de normes qui freinent l'activité économique au lieu de la stimuler. Une incitation en remplacement d'une obligation ne serait-elle pas plus pertinente ? Et ma deuxième question, qui correspond à la proposition de l'obligation d'un minimum de 50% de produits agricoles locaux dans la restauration collective, publique à l'horizon 2022. Il faut savoir quand même que ce surcoût de 90 € par élève est à la charge des familles qui risquent d'entraîner des difficultés financières, surtout pour les familles les plus modestes. Donc, comment envisager que ce surcoût puisse être pris en charge par les communes, les départements ou les régions, alors que les dotations de l'État s'affaiblissent? Ainsi, quelle solution viable de financement de cette mesure proposez-vous? Cher Jean-Marie, la parole est donc à Henri Cabanel, ensuite Jean-Claude Tissot. Merci, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, bon, on aurait beaucoup de questions à poser, mais je vais suivre l'exemple de notre collègue Michel Raison et je vais être très bref. Je ne poserai qu'une question, parce qu'on aura le temps dans l'hémicycle d'aborder tous les sujets. Et en commission. Et en commission. Nous ne pouvons pas parler d'avenir de notre agriculture sans aborder la question centrale du foncier. Bon, excusez-moi ce pléonasme, mais sans terre agricole, il n'y a pas d'agriculteurs et d'agriculture. Cette dimension donc aurait dû être au cœur de votre projet de loi. À l'Assemblée nationale, vous avez renvoyé toutes ces questions à une future loi qui traitera de ce sujet. Nous en prenons acte. Et, Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous dire qu'il faudra prendre le temps nécessaire pour traiter ce sujet éminemment important. Toutefois, le présent projet de loi aurait pu permettre de faire adopter des mesures d'urgence dans l'attente de cette loi qui entrera en vigueur certainement dans 1, 2, voire 3 ans. Il s'agirait par exemple de mettre fin le plus rapidement possible à toute tentative d'accaparement de terres agricoles pour des motivations qui reviendraient à remettre en cause notre modèle agricole, voire notre souveraineté nationale. Les députés de la Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale ont déposé un amendement permettant d'introduire un veto ou un système d'autorisation préalable pour les investissements étrangers dans le secteur agricole. Il s'agissait d'étendre le décret Montebourg au secteur agricole. Vous avez refusé cet amendement sans apporter davantage de précision. Pouvez-vous, à cette occasion, nous préciser les raisons de votre choix? Merci, cher Henri. La parole est donc à Jean-Claude Tissot, ensuite Laurent Duplon. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, je vais faire encore plus court que mon voisin. Chiche. Je vais y arriver. En fait, on se rend compte qu'au lendemain des États généraux, au lendemain du discours de Rungis, discours où finalement tout le monde adhérait, et c'était quand même un peu particulier puisque tous les syndicats avaient dit c'est un bon discours. Et là, même avec un monde nouveau, on pouvait quand même se poser quelques questions parce que le grand écart était quand même difficile à faire. Et aujourd'hui, au lendemain de la sortie du texte à l'Assemblée nationale, on se rend compte que, eh bien évidemment, les objectifs ne sont pas atteints. Moi, ce qu'on peut déplorer, c'est que la réflexion n'a pas été globale. On a trop, à mon sens, ciblé des questions, des réponses. Aujourd'hui,
quoi qu'on dise, on ne peut plus parler d'agriculture sans parler d'environnement, sans parler de santé. Alors, on a vu quelques tentatives, mais faisons attention, et je rejoins ce que disait tout à l'heure le rapporteur, c'est que ne stigmatisons pas le producteur. Parce qu'on l'a trop mis en avant, et bien évidemment, fabriquer un prix, aujourd'hui, avec les éléments qu'on a et les outils dont on dispose, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire parce que si on parle juste de saisonnalité, moi j'étais producteur d'agneaux pendant longtemps, je vendais mieux mes agneaux à Pâques qu'au mois de juin. Donc quel prix de revient on prend? C'est juste des questions aussi simples que ça. Et de quelle manière on va s'organiser pour l'écrire dans la loi. Voilà, je ne serai pas plus long, simplement quand même que aujourd'hui on est vraiment dans le viseur de la société. Je pense que vraiment, fin juin, on saura quelle orientation le gouvernement aura voulu donner à cette loi. On va parler bien sûr environnement, bien-être animal, agriculture, Henri Cabanel l'a dit, foncier, c'est bien évidemment indispensable. Et j'ai peur qu'on n'ait pas des réponses claires. Moi, j'ai une seule question, Monsieur le Ministre, à vous poser. Êtes-vous prêt à modifier votre texte au lendemain du passage au Sénat? Merci, cher Jean-Claude. C'est une question importante. La parole est à Laurent Duplon et ensuite Elisabeth Lamure. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je ne sais pas si je vais arriver à dire tout ce que j'ai à dire en 2 minutes parce que l'exercice est extrêmement compliqué. Au-delà du sénateur que je suis, c'est d'abord l'agriculteur qui parle et qui exploite tous les jours, puisque encore j'ai mon activité qui est une activité d'élevage. J'aurais envie de qualifier cette loi de quel gâchis. Quel gâchis parce qu'on est tous d'accord pour se dire l'agriculture est en crise économique, en crise sociale et en crise morale. La réalité des chiffres, pour tous ceux qui ne les connaissent pas, et personne n'en a véritablement parlé, c'est que la France n'a plus aucune croissance positive en agriculture. Le montant des exportations plafonne à 58 milliards d'euros, quand l'Allemagne augmente toutes les années et est à 72, quand les Pays-Bas augmentent toutes les années et est à 80 milliards d'euros. Nous sommes en stabilité sur la production de céréales, nous sommes en stabilité sur la production de porc, alors qu'on exportait en Allemagne, alors qu'aujourd'hui c'est l'Allemagne qui exporte chez nous. Nous sommes en stabilité sur le lait. Monsieur le ministre, depuis que les quotas ont été supprimés, l'augmentation de la production, non, mais je ne dis pas que c'est vous, mais l'augmentation de la production de lait en Europe a été de 13 milliards d'euros. Est-ce que vous connaissez la part de la France dans ces 13 milliards? Zéro. Pas un litre de plus. C'est-à-dire que les 13 milliards qui ont été produits en plus en Europe ont été produits dans d'autres pays que celui de notre pays, de la France. Tout ça a conduit à une augmentation sans cesse de toutes les exportations et les importations en France. Il faut savoir aujourd'hui qu'en restauration en foyer, 85% des poulets qui sont mangés sont importés. 70% de la viande de bœuf qui est consommée est importée. Donc il me semble qu'au vu de cela, au vu de cette situation et au vu de ce qu'il se passe aujourd'hui sur les chiffres, on aurait besoin d'une vraie loi agricole. Une loi qui donne de l'avenir à nos agriculteurs, qui leur donne la fierté de vouloir et de continuer à faire leur métier. Et on a quoi? On a exactement l'inverse. Aujourd'hui, on a eu un article 1 qui va régler à la marge quelques petites valeurs sur le prix des produits, qui à mon avis ne réglera pas la problématique complète de la productivité de l'agriculture et de la rémunération. Et par contre, on a eu, et vous vous en félicitiez, 72 heures de défouloir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale sur le principe du bien-être animal et des phytosanitaires. Les agriculteurs ont été choqués par les débats qui ont eu lieu dans cette Assemblée. Pourquoi ? Parce qu'un agriculteur n'achète pas des produits phytosanitaires pour faire plaisir au lobbying d'une firme. Il les achète avec l'argent qu'il transpire tous les jours. Et il les achète parce que tout simplement il a besoin soit de protéger ses cultures, soit de faire ce qu'il faut pour qu'il y ait une certaine forme de prévention pour que ces cultures ne soient pas atteintes. Alors Monsieur le Ministre, ma question elle est simple. Comment pouvons-nous véritablement redonner du sens à la politique agricole française quand d'un côté nous sommes sans arrêt en train de crucifier l'agriculture et le modèle français, quand au même moment on accepte les accords avec le Mercosur et qu'on fait une loi qui ne fait que mettre en avant tous les défauts de l'agriculture et ne met en avant aucune de ses qualités. Merci Laurent, j'ai été fort généreuse. La parole est à Elisabeth Lamure et ensuite à Roland Courteau.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, dans le texte sorti de l'Assemblée nationale est apparu un nouveau titre, le titre 2 bis, qui s'appelle « Mesures de simplification dans le domaine agricole » et « Mesures » est au pluriel. Alors, a priori, c'est une très bonne chose. À la lecture, c'est plutôt décevant et je crains que ce soit davantage des mesurettes que des mesures fortes. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les points réels de simplification qu'apporte ce texte? Parce qu'en contrepartie, il y a aussi de nouvelles obligations et de nouvelles règles qui vont peser sur les agriculteurs et que l'on pourrait mettre en face dans la balance. Et j'aurais une autre question, puisque vous l'avez évoqué dans votre propos sur la fiscalité agricole. Et plus particulièrement sur la transmission des exploitations. Demain, nous allons débattre en séance d'un texte sur la transmission des entreprises. Je crois que c'est tout aussi important dans le domaine agricole. Est-ce que c'est un point que vous pourriez aborder dans ce texte ou bien un sujet à reporter, puisque j'ai cru comprendre que vous étiez en discussion avec d'autres acteurs sur ce sujet? Je vous remercie. Elisabeth, au secours de Laurent, merci beaucoup. La parole est donc à Roland Courteau, ensuite à Jean-Pierre Decool. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, plusieurs sujets ont déjà été abordés et font tomber certaines de mes questions. Donc, je vais me contenter de 3-4 questions très rapides. Un amendement a été adopté à l'Assemblée nationale visant à renforcer l'étiquetage, en évidence, du pays d'origine sur les bouteilles de vin. Il s'agit d'éviter que le consommateur soit induit en erreur en cas d'omission de cette mention. Les cas sont innombrables. Pourquoi vous êtes opposé à cet amendement, Monsieur le Ministre, qui vise à éviter les tromperies et à assurer plus de transparence? Concernant le bien-être animal, loin de moi l'idée de faire un procès général à nos abattoirs, mais force est de constater que certains ont des comportements inacceptables, voire barbares, avec des pratiques d'abattage indignes. Question, pourquoi se contenter de vidéosurveillance basée sur le volontariat, tout simplement, comme le suggère d'ailleurs l'Assemblée nationale? Seriez-vous d'accord pour rendre cette vidéosurveillance obligatoire? Dernière question, ou presque. La lutte contre le gaspillage alimentaire, il est de première importance. Et elle passe sur les bancs de l'école. Je vois que c'est Romain Rolland qui disait cela. Tout passe par les bancs de l'école. La valeur de l'alimentation, notamment, la valeur économique, marchande, mais aussi culturelle et patrimoniale. Alors, est-il dans vos intentions, Monsieur le Ministre, d'accepter des amendements veillant à ce qu'une telle éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire soit intégrée dans les parcours scolaires? Et enfin, dernier point, concernant le glyphosate et son interdiction en 2021, pourquoi refuser d'inscrire cet engagement du Président de la République dans la loi? Merci beaucoup. La parole est à Jean-Pierre Decool, ensuite Françoise Ferrat. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le premier volet du projet de loi procède à une inversion de la construction des prix. Michel Raison l'a évoqué. Moi, je m'interroge sur les modalités pratiques de ce nouveau mécanisme. À quelles échelles géographiques seront déterminés les coûts de production sur lesquels se baseront dorénavant le prix des produits? Et parce que le diable est dans les détails, je vais vous proposer une situation très pragmatique. Nous savons, par exemple, qu'un élevage de 150 vaches laitières en plaine et un élevage de 50 vaches laitières en montagne ont des coûts de production radicalement différents. Votre référence en termes de coûts de production sera-t-elle une moyenne régionale ou nationale? Une moyenne par taille d'exploitation ou par filière? Comment allez-vous vous assurer que les prix fixés reflètent de façon équitable les coûts de production? Merci Jean-Pierre. La parole est à Françoise Ferrat, ensuite Fabien Gay. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je n'ai pas de questions, mais j'ai toutes les questions qui vous sont posées cet après-midi. Et simplement vous dire et partager mes états d'âme. Je ne sais pas si je suis accablée, si je suis triste, si je suis les deux en même temps et encore bien d'autres adjectifs. Je ne rencontre pas les agriculteurs par hasard au niveau de mes déplacements, mais je les rencontre au quotidien. Je mesure, je crois, parfaitement les situations des uns et des autres.
Et malgré tout cela, je sais qu'ils essayent d'être force de proposition. J'en veux pour preuve le contrat de solution qui vous a été soumis, Monsieur le ministre. Que veulent nos agriculteurs? Tout simplement vivre dignement de leur travail. Et derrière ce mot de digne, il y a tout ce qui nous préoccupe ici dans tous les termes. Le projet de loi sur les EGA a pour objectif initial, si j'ai bien compris, l'amélioration du revenu des agriculteurs, notamment par la prise en compte du coût de production dans la fixation des prix de vente. Les multiples réunions ont rassemblé nombre de participants, des milliers de contributions et, pour reprendre ce que disait mon collègue tout à l'heure, c'est à mon sens un immense gâchis. Moi je vous dirais, tout ça pour ça. Que constatons-nous? Que le texte s'oriente toujours vers plus de contraintes pour les agriculteurs, la séparation de la vente et du conseil phytosanitaire, la fin des rabais, les ristournes, les remises, l'augmentation de la redevance pour pollution, la suppression du CICE sans compensation, et puis vous tentez cet après-midi de nous faire partager votre satisfaction. Pardonnez-moi, Monsieur le Ministre, je ne la partage pas complètement, en tout cas. Vous allez probablement vous féliciter des avancées que je ne nie pas, pour le coup, mais pour lesquelles le compte n'y est pas. La souffrance des agriculteurs est immense, Monsieur le Ministre, et ce texte qui avait suscité tant d'espoir, je l'ai mesuré également dans mon département, tant d'espoir, et je crois que malheureusement, face à l'ampleur de ces espoirs attendus, la déception soit encore plus grande que celle des espoirs suscités. Merci beaucoup. La parole est donc à Fabien Gay et ensuite à Guillaume Gontard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je ne veux pas qu'on empiète sur le débat que nous aurons dans l'hémicycle, donc je vais faire très vite. Beaucoup de questions ont été traitées, et puis viendra le temps où on parlera sécurité alimentaire, surface agricole qui diminue, la responsabilisation des grands distributeurs et des 4 centrales d'achat, qui est un vrai débat que nous aurons. Non, moi, juste sur... parce que vous avez parlé de nouveau pacte social, et notamment sur la question du revenu agricole. Je ne reviens pas et je partage l'intervention d'avant et de celle de mes prédécesseurs. Je pense qu'il faut qu'on fasse beaucoup attention aux mots, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Et je vous avoue, il y avait des ambitions, on ne nie pas qu'il y a des avancées, mais on voit mal, à la sortie de l'Assemblée nationale, comment ce texte va améliorer le revenu des paysans. Je vous le dis comme ça, surtout que quand même, vous faites partie d'un gouvernement qui vient de refuser, il y a quelques semaines, l'augmentation des retraites agricoles, alors qu'elle avait été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et qu'ici, au sein de cet hémicycle, toutes et tous étaient d'accord. Donc je crois qu'il faut faire attention et ma première question c'est est-ce que vous pensez vraiment qu'à la sortie de l'Assemblée nationale, votre texte répond à cette ambition? Et puis la deuxième, mais j'aurai l'occasion de plus y revenir, moi c'est un peu les contradictions qu'il peut avoir avec votre ambition, tout à fait légitime, et puis un certain nombre de traités de libre-échange, je pense notamment au CETA, mais qui a un vrai débat là aussi, et qui va quand même, on le voit, sur la question de la souveraineté alimentaire, mais aussi de ce que des produits comme l'on peut avoir rentrer dans l'Union européenne et notamment en France, des contradictions fortes entre ce que vous portez et l'ambition que vous portez, et puis la réalité de ces traités de libre-échange. Je m'en tiens là. Merci beaucoup Fabien. La parole est à Guillaume Gontard, ensuite Daniel Laurent. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Moi, c'est un peu pareil, c'est sur ces contradictions, parce qu'on peut difficilement parler du projet de loi débattu à l'Assemblée nationale sans aborder en parallèle et en cohérence la renégociation de la PAC 2021-2027. Cette PAC est en train de perdre son C commune en renvoyant à chaque État la responsabilité de l'orientation et en disloquant le modèle agricole européen. Et donc je voulais savoir si vous étiez en phase avec ce que nous a déclaré Nicolas Hulot au Sénat dernièrement, je cite, « La PAC ne peut plus être centrée uniquement sur les rendements, la course toujours plus détruit en effet les fonds mêmes de l'agriculture, c'est-à-dire les sols et la biodiversité ainsi que l'eau. Les EF doivent être centrés sur ce nouveau modèle, à la fois plus protecteur pour la planète et les consommateurs et plus rémunérateur pour les agriculteurs. » Je voulais savoir si vous partagiez ces orientations données par le ministre de l'Environnement. Et puis, comme vient de le dire Fabien Gay,
je pense qu'il y a une deuxième contradiction par rapport à ce texte, avec notamment le CETA et le Mercosur, qui sont donc en totale contradiction, à la fois avec les orientations de votre loi, et donc quelle suite vous allez donc donner à ces deux traités, notamment avec les conséquences sur la distorsion de concurrence qu'ils vont amener. Merci. À Daniel Laurent et ensuite à Daniel Grémillet. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, moi je suis très inquiet, bien sûr, comme tous mes collègues, pour le monde agricole, et je voudrais qu'aujourd'hui vous preniez encore plus conscience du renvoi que nous sommes en train de vous faire, nous tous, les sénateurs des territoires, qui parlons au nom des agriculteurs que nous côtoyons pratiquement tous les jours. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, une partie de certaines régions viticoles ont été sinistrées par des sinistres de grêle de façon très importante. En Aquitaine, c'est 20 000 hectares, en Champagne aussi, dans le Luberon et dans toute la France. En février dernier, je vous posais déjà une question sur ce sujet. Et la semaine dernière, je posais une nouvelle question sur ce sujet, afin que, et tout à l'heure Elisabeth Lamure l'a dit, qu'on revoie la fiscalité agricole, parce que ça c'est un vrai sujet, et c'est urgent. Et puis bien sûr qu'on voit aussi comment on peut créer une réserve de gestion des risques sur tout le territoire, qui est un sujet indispensable aussi pour préserver la viticulture. Juste une question concernant la politique tarifaire, le problème dit du cagnotage, qui a fait l'objet d'amendements par nos collègues députés à l'Assemblée nationale et qui ont été rejetés. Monsieur le ministre, pouvez-vous m'apporter des précisions lors de votre intervention à l'Assemblée nationale concernant le cagnotage? Vous avez indiqué à nos collègues que le Code rural et la pêche maritime protégeaient déjà les produits bénéficiant d'une AOC ou d'une IGP contre les pratiques de détournement en concourant à l'affaiblissement de la notoriété du produit. Le champ des ordonnances prévues à l'article 9 devrait inclure cette problématique. Quelle assurance pouvez-vous apporter à la profession sur cette question, Monsieur le Ministre? C'est important. Et je n'ai pas le temps, je crois, mais j'aurais juste un sujet pour vous rappeler un peu que l'activité de saliculture existe comme activité agricole, mais elle n'est pas reconnue toujours en tant que telle. Vous m'aviez promis que vous y porteriez une attention toute particulière. J'espère que ça sera prochainement. C'est maintenant ou jamais. Merci Daniel. Daniel Grémillet et ensuite Angèle Préville. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Effectivement, je rejoindrai le propos de nos rapporteurs. En particulier, Monsieur le Ministre, il faut être prudent. Dire que soudainement la France va faire une agriculture saine et durable, n'oublions pas d'où on vient, Monsieur le Ministre. Ça fait 61 ans que le traité de Rome a été signé. Alors, il y a 61 ans, la France avait faim, l'Europe assise avait faim. Les paysans français, les territoires français ont nourri le peuple européen, ont nourri le peuple français. On a eu une augmentation de l'espérance de vie d'une manière absolument extraordinaire. Donc faisons attention de ne pas faire injure effectivement au travail des femmes et des hommes durant ces générations, parce que ce n'est pas le fruit, c'est pour ça que j'ai horreur de l'expression durable. On n'est pas une génération qui inventons le durable. Le durable existait déjà avec nous, avant nous, et on ne fait que de travailler en fonction du savoir du moment. J'aurais que deux questions. La première, Monsieur le Ministre, quelle est votre ambition pour les agriculteurs et l'agriculture française? C'est ça la véritable question. Et la deuxième, c'est comment, Monsieur le Ministre, avec ce que vous mettez dans le titre 1, je ne vais pas le débattre tout de suite, on aura la séance, mais sur le titre 2. Vous savez, les recettes, c'est la comparaison entre deux colonnes, recettes et dépenses. C'est ça le revenu des agriculteurs. Et comment allez-vous faire vivre, sans tromper les paysans de France, sans tromper les consommateurs de France à qui on est en train de dire qu'on répond à leur attente sociétale, que les exigences que vous allez mettre dans la loi seront bien celles, parce que vous êtes le ministre de l'Agriculture de la France, mais vous êtes le ministre aussi des agriculteurs au sein de l'Union européenne. Des collègues ont parlé, et vous êtes ici au Sénat. Il y a une résolution très forte qui a été prise au Sénat, en disant on est d'accord pour les échanges au niveau international, à condition qu'on respecte les contraintes qu'on s'impose. Et en disant oui, ben, pourquoi pas que la Nouvelle-Zélande avec le Mercosur, pourquoi pas des importations si ceux-ci sont produits dans les mêmes exigences que vous êtes en train de mettre dans le texte. Et la question, je vous la pose aussi pour les produits européens.
comment allez-vous faire vivre votre texte pour que ce ne soit pas quelque part un mensonge aux agriculteurs, un mensonge aux consommateurs français? Le revenu de nos agriculteurs, il s'agit bien de ça, à travers le texte que nous portons. Et je pèse les mots que j'emploie toujours, parce que je suis un garçon pragmatique et que je connais bien la situation de l'agriculture et notamment la situation de l'élevage et des producteurs de lait notamment, puisque je vis au milieu d'eux. Et j'ai cette chance de pouvoir le faire. Et cela m'amène à vous dire que lorsque je souhaite que l'on crée ce nouveau pacte social avec les agriculteurs, ce ne sont pas de 20 mots, mais nous avons besoin d'accompagner, d'encourager notre agriculture et d'en parler de manière positive. Parce que jamais vous n'entendrez dans ma bouche une quelconque remise en cause de ce que peuvent faire, porter les agriculteurs. Nous avons besoin de leur donner cette reconnaissance. Nous avons besoin de les accompagner dans la transformation de l'agriculture que nous vivons actuellement. Transformation, pourquoi? Parce que nous sommes dans une période de transition, parce que la société civile aussi, on va dire, prend à bras-le-corps un certain nombre de sujets. Et lorsque l'on vient parler d'alimentation saine et durable, ce n'est pas dire aujourd'hui que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, que nous avions une alimentation qui n'était pas saine, mais que nous devons travailler dans ce sens pour améliorer encore la qualité. Faire cette montée en gamme que nous appelons de nos voeux, parce que cette montée en gamme, c'est ce qui peut permettre demain d'avoir pour les agriculteurs des niveaux de revenus supérieurs, de pouvoir investir et de pouvoir innover pour continuer à pouvoir travailler, avoir de la visibilité. Et sur l'ensemble des propos que vous avez tenus, un certain nombre de sujets rentrent dans le texte de la loi que nous aurons à débattre ensemble. Et à ce titre, moi, je suis là pour enrichir le texte avec vous. Et je ne viens pas dans une position totalement fermée, bien évidemment. Sinon, l'exercice ne sert à rien. Mais regardons comment nous pouvons, de manière simple, concrète, faire en sorte que l'objectif du texte de loi soit, à la sortie de nos travaux, complètement respecté. Et donc, ce texte, vous l'avez compris, c'est une brique. Nous sommes aujourd'hui en train de construire le mur la maison de l'agriculture française. Et aujourd'hui, cette maison de l'agriculture française, elle doit reposer sur ces 4 murs, avec des fondations solides, et elle les a. Et le projet de loi sur lequel nous travaillons, c'est une des briques. Et à côté de ces briques, vous avez une autre brique qui correspond à la fiscalité. La fiscalité, j'en ai parlé tout à l'heure, elle ne vient pas dans ce texte. Pourquoi? Parce que c'est un sujet sur lequel nous travaillons avec Bruno Le Maire et qui sera discuté. Les propositions qui seront sorties du groupe du travail du Sénat, de l'Assemblée nationale et des professionnels seront étudiées à la fin du mois de juin, début du mois de juillet, pour être ensuite intégrées dans la prochaine loi de finances. Nous ne parlons pas de foncier dans le texte parce qu'il y a aujourd'hui une réflexion parlementaire sur le foncier et sur laquelle nous allons continuer à travailler parce que nous le savons, il y a des enjeux éminemment importants sur le foncier, notamment la question de l'accaparement des terres, c'est un sujet bien évidemment sur lequel nous travaillons, mais aussi comment permettre à des jeunes de pouvoir avoir accès aux terres pour pouvoir exploiter, comment permettre à des agriculteurs qui ne sont pas issus du métier demain, eh bien de pouvoir s'installer de manière concrète sans avoir à payer le double de ce que valent les terres pour pouvoir s'installer en agriculture biologique, par exemple, puisque nous souhaitons porter de 6,5 à 15% la surface agricole utile en agriculture biologique, eh bien, nous avons besoin d'encourager les conversions dans ce domaine, parce que ça nous permettra ensuite de pouvoir structurer l'offre. Nous ne parlons pas dans ce projet de loi des retraites agricoles, non pas parce que nous traitons le sujet par le mépris, non pas parce que nous nous désintéressons de la question, mais vous avez bien compris que là aussi, sur cette question des retraites agricoles, qui est éminemment importante, nous avons choisi de traiter le sujet à bras-le-corps. Vous avez vu que Jean-Paul Delevoye a ouvert une concertation sur les retraites, parce que nous avons décidé de faire en sorte que demain, les indépendants
puissent cotiser au même titre que le régime général, eh bien les agriculteurs sont des indépendants. Donc nous travaillons de façon globale la question des retraites agricoles avec celle des indépendants. Et donc la retraite des agriculteurs sera traitée, bien évidemment, dans le cadre du texte sur l'évolution des retraites. J'entends parfaitement ce que vous dites, mais aujourd'hui, c'est la manière dont nous avons choisi de pouvoir traiter les choses. Mais cela n'empêche pas aujourd'hui de pouvoir apporter à notre agriculture des solutions pour faire maintenant. Et c'est l'objectif du projet de loi. Ce n'est pas une loi qui oriente, c'est une loi pour faire maintenant sur la question à la fois des prix et sur la question d'une amélioration, sur la question d'une alimentation plus saine et plus durable qui répond aux demandes de la société. Nous ne parlons pas évidemment dans ce texte de tout ce qui a rapport avec les enjeux liés aux accords commerciaux. Et je sais que c'est important, je sais que c'est quelque chose qui inquiète nos agriculteurs et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus dans le débat tout à l'heure. Nous ne parlons pas de la formation, même si elle est très présente dans ce que nous souhaitons faire, puisque dans le titre 2, bien évidemment, pour accompagner le changement des pratiques alimentaires, pour accompagner une meilleure alimentation, eh bien, nous comptons aussi sur l'école pour être un des pivots essentiels de cette formation à l'alimentation. Manger moins gras, moins salé, moins sucré, vous connaissez la règle, tout au long de sa vie, avoir des pratiques alimentaires plus saines. Mais pour avoir ces pratiques alimentaires plus saines, nous devons travailler à la racine du projet, c'est-à-dire faire en sorte que demain, nos agriculteurs ne subissent plus cette guerre des prix les plus bas qui a entraîné, et vous le savez tous très bien, cette guerre des prix les plus bas nous a entraîné vers une alimentation parfois low cost, avec une diminution de la qualité de l'alimentation. Et ça ne remet pas en cause la qualité du travail de nos producteurs, mais tout simplement parce que le fait d'aller chercher des prix les plus bas a fait en sorte que nous allions chercher nos matières premières à l'extérieur de nos frontières. Et c'est ça qui a aujourd'hui créé ce sentiment de malnutrition, malbouffe, comme on dit, excusez-moi du terme, cette alimentation low cost que vous dénoncez et que nous dénonçons bien évidemment. Sur la question des abeilles qui a été posée tout à l'heure, demain, les apiculteurs seront reçus au ministère, bien évidemment, parce que nous avons totalement conscience de la difficulté que rencontrent les apiculteurs aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous avons fait sur ce sujet? Nous avons fait en sorte de créer un guichet unique, un observatoire de la mortalité des abeilles mellifères. Nous avons fait en sorte que chaque apiculteur qui vient déclarer une mortalité de ces abeilles puisse bénéficier d'une visite vétérinaire parce que nous avons besoin de connaître les causes précises. Il y a la cause des pesticides, mais il y a certainement d'autres causes qui peuvent entrer dans cet état de fait et nous avons besoin de les connaître. Est-ce que c'est la qualité de l'air? Est-ce que c'est autre chose? Nous avons besoin de connaître l'ensemble des causes pour pouvoir répondre, je dirais, à la détresse que connaissent les apiculteurs. Nous avons travaillé avec l'interprofession, d'ailleurs. Nous travaillons aussi avec l'Institut technique et je voudrais rajouter que nous avons mis 400 000 € sur l'Institut technique pour le sauver et permettre ainsi de pouvoir travailler avec eux. Donc ce sont des sujets qui sont connexes au projet de loi, mais qui sont éminemment importants, bien évidemment, qui sont dans l'environnement de ce projet de loi, mais parce que nous souhaitons que ce projet de loi puisse apporter des solutions, nous réglons en même temps où nous sommes dans la volonté de pouvoir traiter les sujets que vous avez pu poser à côté, bien évidemment. Donc ces briques que nous sommes en train de monter, le projet de loi en est une et je voudrais pouvoir répondre de manière plus précise sur l'ensemble des demandes qui sont les vôtres, en sachant qu'il me reste 5 minutes et que ça va être compliqué. On m'a dit que j'ai été bavard pendant le projet de loi à l'Assemblée nationale, mais ça n'a pas été 77 heures de bavardage. Il y a eu aussi des réflexions sur le fond importantes. Ça a été aussi un moment d'explication sur ce que nous voulions faire. Et je vous rassure, et je vous le dis, je prendrai toujours le temps nécessaire pour répondre à l'ensemble des questions que vous aurez à poser pendant l'examen du projet de loi. Sur l'augmentation du SRP,
Ça fait partie du dispositif global issu des EGA avec la construction de l'inversion du prix, la cascade, l'encadrement des promotions, le relèvement du SRP, il peut entraîner une baisse de marge des distributeurs. Mais il n'y a pas de fatalité aujourd'hui à ce que cette marge reste chez le distributeur. Ce sont les engagements que les distributeurs ont pris aussi à travers les États généraux. Ils ont pris ces engagements. Et nous sommes là aussi pour veiller à ce que les engagements qui ont été pris puissent être tenus. Parce que sur le seuil de revente à perte, aujourd'hui ce que nous voulons, c'est non pas augmenter les marges, mais équilibrer les marges, notamment sur les produits agricoles. Vous avez aujourd'hui une célèbre pâte à tartiner ou des sodas sur lesquels les marges sont très faibles. Mais on compense la faiblesse des marges par des volumes de vente très importants. Et pendant ce temps-là, on applique des taux de marge très importants sur les produits agricoles qu'on a achetés à des prix très très bas. Donc ce que nous voulons, à travers l'inversion de la construction du prix, à travers la contractualisation, c'est faire en sorte que derrière, avec le seuil de revente à perte, nous puissions avoir une marge lissée sur l'ensemble des produits et de manière à ce que aussi les distributeurs jouent le jeu parce qu'ils seront poussés à le faire, parce qu'ils ont pris des engagements. Ça ne marche pas. Non, pas forcément. C'est la nécessité d'équilibre. C'est la nécessité d'équilibrer les marges, mais avec des prix d'achat, bien évidemment, qui seront revus de manière à ce que les prix, les produits agricoles ne soient pas la variable d'ajustement pour pouvoir reconstituer les marges de la grande distribution. Et donc, ce sont des mesures qui sont pour nous éminemment importantes parce qu'elles tiennent compte à la fois des engagements qui ont été pris par tous les acteurs pendant les États généraux de l'alimentation, et nous partons là-dessus sur une ordonnance parce que c'était une demande aussi des professionnels de travailler par ordonnance sur ces sujets. Et donc le relèvement du seuil de revente à perte, il ne doit pas être pris ici isolément, mais c'est l'ensemble des outils avec la construction inversée qui doit permettre une meilleure rémunération des producteurs, ou autrement dit, le terme que vous avez employé tout à l'heure, le ruissellement que nous souhaitons sur le revenu des agriculteurs. Sur le recours aux ordonnances, le cadre, il est connu. Les arbitrages ont été rendus. C'est 10% pour le SRP et 25 à 35% pour les promotions. Néanmoins, l'écriture législative, aujourd'hui, vous le savez, elle est complexe, elle est technique. Nous souhaitons faire en sorte qu'il y ait une expérimentation sur 2 ans sur le SRP et l'encadrement des promotions. Et donc, l'ordonnance, que ce soit sur le SRP, encadrement des promos, ou que ce soit sur les coopérations ou sur la séparation de la vente et du conseil, ça nous permet d'avoir le temps de pouvoir travailler le contenu des ordonnances avec les parlementaires, bien sûr, mais ça nous permet également d'avoir le temps de la négociation et de la concertation pour pouvoir le faire. C'est à ça aussi que servent les ordonnances, de manière à ce que nous puissions trouver les bonnes mesures qui soient les plus simples et les plus efficaces. Sur le contrôle des négociations et notamment sur ce qui est fait à l'étranger, le Code du commerce s'applique déjà dès lors que la transaction hors de France concernant les ventes sur le territoire, qui concerne les ventes sur le territoire national. Il y a une jurisprudence récente qui l'a confirmé. Nous avons travaillé avec le groupe UDI Agir les Constructifs à l'Assemblée nationale pour faire en sorte de mettre des moyens supplémentaires pour éviter cette concentration des grandes surfaces et de faire en sorte que nous puissions agir lorsque cela contrevient à la question du revenu de nos agriculteurs. Il y aura sur les indicateurs de prix, là, il y a une responsabilité des filières. Nous souhaitons responsabiliser l'ensemble des filières, l'ensemble des interpros. Elles ont pris des engagements là-dessus. Nous recevrons les filières dans les jours à venir pour voir avec elles où elles en sont sur leurs travaux liés aux indicateurs. Mais ces indicateurs, ils seront librement choisis par l'ensemble de la filière, de l'amont à l'aval. Les agriculteurs seront dedans avec les OP ou les AOP. Il y aura une discussion, il faudra trouver des voies de compromis. Et les indicateurs, ils peuvent se faire, les indicateurs de prix, ils peuvent se faire aussi bien sur un bassin, parce que ça a très bien été dit tout à l'heure. Quand vous produisez du lait, le coût de collecte dans la plaine normande ou le coût de collecte
en agriculture de montagne est radicalement différent. Donc on ne peut pas être sur un modèle national. On a besoin de réagir par bassin de production, parce que nous avons besoin, là aussi, d'emmener nos producteurs à se concentrer sur des organisations de producteurs, à pouvoir travailler, à pouvoir renforcer ces organisations de producteurs pour qu'ils deviennent de véritables, je dirais, avoir une capacité de négociation, avoir une capacité à peser dans les négociations avec le premier acheteur, que ce soit un distributeur ou que ce soit un transformateur. Et je crois que c'est autour de ces enjeux-là, autour de la responsabilisation des filières, que nous souhaitons accompagner je dirais, nos agriculteurs. Et il ne faut pas se focaliser sur l'indicateur qui est un coût de production. Les indicateurs, ils prennent en compte aussi l'évolution des indicateurs de marché. Et à l'intérieur, vous faites rentrer un certain nombre de critères qui sont donnés, et vous n'avez pas forcément les mêmes critères d'un territoire à l'autre, d'un bassin de production à l'autre, et puis bien évidemment en fonction des filières. Sur les projets alimentaires territoriaux, nous aurons l'occasion d'y revenir. J'ai eu l'occasion au Salon de l'agriculture de décerner des prix à des projets alimentaires territoriaux de qualité. Ce que l'on a besoin, c'est de pouvoir structurer l'offre pour répondre à cet objectif de 50% de produits bio ou locaux ou sous signe de qualité dans la restauration collective. Mais nous avons aussi un travail à faire sur nos propres filières à l'intérieur du pays. Quand on explique que 70% de la viande, notamment la viande bovine, qui est consommée en restauration collective, provient hors de France. Mais je crois que là, on a un beau travail pour la filière, pour prendre des engagements et puis investir là-dedans, dans la restauration collective, être en capacité de pouvoir fournir les choses. Et donc nous allons travailler bien évidemment il faudra travailler sur la formation des acheteurs publics, modifier le cas échéant le code des marchés publics, bien évidemment, pour faire en sorte que nous puissions avoir tous les outils pour que les acheteurs publics puissent aller choisir sur leur territoire les producteurs qui sont en capacité de pouvoir fournir les restaurants scolaires ou les restaurants d'entreprise qui sont présents. Et donc nous avons besoin de structurer l'offre sur des produits locaux et de la structurer à travers l'ensemble des filières pour pouvoir répondre à cet objectif de 50%. Et donc aujourd'hui, l'accompagnement financier pour le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation sur les PAT, c'est un sujet qui a été abordé, c'est 1 million d'euros par an. Donc ce n'est pas le problème du financement. Aujourd'hui, ce que nous avons besoin de mettre en avant, c'est la structuration, la connaissance chez les acteurs publics, chez les acheteurs publics et la connaissance des publics du tissu de l'offre, et puis de la formation des acheteurs publics qui est là aussi quelque chose d'éminemment important. Sur le fonds phyto, c'est une question qui a été posée tout à l'heure par Madame Bonnefoy. Là aussi, ce n'est pas une question qui est traitée à la légère, et en aucune façon nous l'avons traitée avec mépris. Et je veux vous dire que nous n'avons pas voulu ne rien faire lorsque nous n'avons pas adopté l'amendement qui était proposé à l'Assemblée nationale. Mais ce que nous avons voulu faire, c'est améliorer la prise en charge par l'intermédiaire des régimes qui sont existants. Nous souhaitons travailler sur le tableau des pathologies, des maladies qui sont reconnues pour les agriculteurs. Ça peut être la question des lymphomes. C'est un certain nombre d'autres pathologies qui sont déclinées avec l'utilisation, les méthodes de travail et l'utilisation d'un certain nombre de produits. Et donc la mise en place, et je termine ici Madame la Présidente, la mise en place de tableaux de maladies professionnelles pour le régime général, de manière à disposer d'une assise scientifique qui soit plus solide, et c'est l'objet d'une saisine conjointe que nous avons faite autour de l'INSERM,
de l'ANSES pour la question des pesticides. Et en fonction de l'actualisation des données, nous allons faire évoluer le tableau des maladies professionnelles en lien avec les phytosanitaires. Et donc, plus on aura de maladies inscrites au tableau des maladies professionnelles sur la base d'évaluations scientifiques, ce sera une facilité plus grande pour les malades de pouvoir avoir recours aux indemnisations nécessaires. Mais j'aurai tout le loisir, si vous souhaitez, de pouvoir revenir avec vous sur ce sujet. Mais c'est un sujet que nous prenons à bras-le-corps et que je souhaite traiter, mais nous le traitons à travers cet angle du tableau des maladies professionnelles pour pouvoir avancer de manière plus rapide aussi pour régler un certain nombre de cas d'indemnisation. Voilà pour cette audition de Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, qui s'est donc longuement exprimé hier devant les sénateurs qui se préparent à l'examen du projet de loi Egalim, ce projet de loi agriculture et alimentation qui va arriver en séance publique le 26 juin prochain. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.